Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui sont déjà branchés avec nous sur Tézin. Aujourd'hui, nous sommes 10 février 2024 et nous avons un invité très spécial, Dr André. Avec lui, nous allons avoir un bon dialogue sur la réalité au Chili. Et nous avons déjà vu le thème. On va parler un peu sur la réalité et du Chili pour le moment. Et Tézin est une plateforme multimédia qui est disponible sur YouTube, sur Facebook, et nous sommes une application mobile aussi. Donc aujourd'hui, on va parler sur Chili, un pays de drame. Pourquoi Chili, un pays de drame? Et Chili, un pays où il existe toujours des incendies de forêt. Il y a aussi, avec la mort de l'ex-président Sébastien Piñera, et on va discuter ensemble. Et l'interview va avoir 3 points. Le premier, c'est un peu sur le parcours, la vie du docteur André, qui, et, qui fait toutes ses études en France et pourtant il exerce son métier au Chili. et, et, et connaissant que la France est l'une des grandes puissances mondiales, pourquoi pas la France, pourquoi le Chili? Et aussi, on va parler aussi de l'incendie. Est-ce que vraiment la région de Valparaiso au Chili, durant ces derniers temps, c'est la région la plus victime des incendies de forêt? Et après, on va parler un peu de la mort de l'ex-président Sébastien Piñera. Et si, d'après vous, Piñera était entre guillemets, un bon chef d'État. Et bienvenue, André, un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup et un vrai plaisir d'être donc avec vous, avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et voilà, donc si je comprends bien, je dois donc commencer par expliquer mon parcours, qui est un long parcours, mais qui remonte à loin, car je suis issu d'une famille des migrants. C'est peut-être pour ça que je suis si engagé avec la lutte des migrants partout dans le monde. Et les migrants, c'est mes frères. Et voilà. Et il faut que je dise que du côté paternel, mes arrière-grands-pères étaient donc français, mais ils ont migré à la fin du 19e siècle en Ukraine. Voilà, en Ukraine. Et pas loin d'Odessa, où ils se sont fait embaucher dans des activités agricoles. Et ça, c'est ma famille paternelle. Et peu avant la Première Guerre mondiale, ils se sont décidés à émigrer en Amérique. Mais pour eux, l'Amérique, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et finalement, ils sont arrivés sur un bateau à Valparaiso. Et ils étaient sûrs que c'était l'Amérique. Et ben, c'était l'Amérique, mais pas forcément celle qu'ils voulaient.
hein. Donc, ils sont établis à Valparaiso. Ma famille maternelle, c'est un peu la même histoire, venue d'Allemagne. Venue d'Allemagne, et c'est une famille qui s'est rapidement très intégrée au Chili. Et donc, dans cette famille, on a eu le président de la fédération de tennis du Chili, on a eu aussi le président des pompiers du Chili, et finalement, dans la génération qui est la mienne, on a eu le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Sébastien Piñera, Rodrigo Hinspeter. Et, voilà. Mais je suis allé faire mes études en France, et étant, disons, héritier d'un arrière-grand-père français, j'avais la nationalité française et j'ai pu faire mes études en France. Mais après les études, je suis resté, j'ai vécu en France quelque chose comme 35 ans. Et terminé mon doctorat, j'ai été le directeur des communications d'une grande entreprise française nommée Distri 2000, dont le principal propriétaire était celui qui est devenu par la suite président du Sénat français, Monsieur René Monory, hein, que j'ai très bien connu. Et suite à une expérience de 16 ans dans cette entreprise, donc dans le secteur privé, j'ai voulu tenter l'expérience académique. Et je suis parti faire de recherche dans une université américaine dans l'État d'Indiana, à Ball State University, à Ball State, Indiana. Et je suis resté 5 ans à faire de recherche. Et puis voilà, la vie est circulaire ou ronde. Une université chilienne, UNIAC, une importante université chilienne, m'a proposé d'être le doyen de l'école des graduations, c'est-à-dire l'école des maîtrises et des doctorats. Poste que j'ai accepté. Je suis venu au Chili pour une période, je ne sais pas combien de temps, et finalement j'y suis encore. J'ai rencontré une Chilienne qui est avec moi depuis plusieurs années, et on s'est installé ici dans cette belle ville de Concón, à l'ouest de Santiago, en face de la mer. Et je suis très content ici. Et, et en France, je suis retraité, j'ai ma retraite, et je passe beaucoup de temps en France, puisque je dirige des thèses de doctorat à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et donc, 4 ou 5 fois par an, je suis en Sorbonne pour exercer la direction de doctorat. Voilà rapidement mon histoire. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis petit-fils de migrants, je suis fils de migrants, je suis migrant moi-même, et je suis aussi père de migrants, puisque ma fille aînée habite en Chine. Et donc, c'est vraiment une famille migrante. Et je l'ai toujours dit à mes amis haïtiens qui sont au Chili, les migrants, tous les migrants, ce sont mes frères, puisqu'on a vécu les mêmes choses, les mêmes joies et les mêmes problèmes aussi. Ok, vous avez vraiment une très grande expérience comme migrant, une très grande expérience comme professeur, comme étudiant. Vous avez vécu en France, vous avez vécu aux États-Unis, à- vous avez vécu au Chili. Au Chili, Mais oui. finalement, vous avez choisi le Chili comme votre pays. Et le dilemme est pourquoi pas en France? C'est la France, et je crois que vous pouvez avoir plus d'opportunités,
vous pouvez avoir plus d'opportunités comme académique, comme professeur, comme investisseur. Pourquoi pas en France? Pourquoi pas en France? Pourquoi vous avez choisi le Chili comme votre, entre parenthèses, votre destination finale? Ah, qui connaît la destination finale dans la vie? Non, personne ne la connaît. Ah, j'espère que ma destination finale n'est pas si proche, hein, que j'ai encore plusieurs années devant moi, Plusieurs je arrivent. l'espère. Non, Mais non, pas votre destination finale, sinon, disons, votre quartier général. Et vous décidez de vivre au Chili au lieu de vivre en France, qui est l'une des grandes puissances mondiales. Peut-être là où vous pouvez avoir plus d'opportunités qu'au Chili. Pourquoi c'est au Chili? Euh, non, 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 non. Il faut penser que la France est un pays, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis allé faire des recherches aux États-Unis. La France est un pays où les opportunités se terminent vite dans la vie. Euh, Quand j'ai quitté l'entreprise que j'ai citée, District 2000, j'avais 45 ans, et quand on a un poste de directeur, c'est le maximum. Il y a peu de directeurs ou gérants d'entreprises en France qui aient plus de 50 ans, et 45, c'est le bon âge pour passer dans l'académie, hein, et laisser le poste pour les plus jeunes qui arrivent. Et donc, c'était les États-Unis, puis le Chili, où j'ai eu dans une université un poste qui était dans la troisième importance dans la hiérarchie de l'université. Et bon, et par la suite, j'aurais dû, ou peut-être pas dû, je ne sais pas, rentrer en France. Et, mais il faut dire que le Chili est plus, et je pèse mes mots parce que beaucoup vont pas être d'accord, le Chili est plus un pays pour le troisième âge, malgré les problèmes de caisse de retraite qu'il y a au Chili, etc. C'est plus un pays pour le troisième âge que la France. Et, et il faut quand même l'envisager. Et donc, et en France, on a peu d'opportunités lorsqu'on arrive à un certain âge. Euh, Bon, bien sûr, si on est actif. Si on n'est pas actif, on a plus de droits en France qu'au Chili. Ça, c'est sûr. Mais si on est actif, au Chili, on a plus d'opportunités. Et en France, il est très difficile d'obtenir un travail, même à l'université, un poste à temps complet. Moi, je dirige de thèse parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés pour diriger des thèses. Donc, je suis un peu la pièce rare. Et, et on m'appelle pour cette activité. Mais par exemple, avoir un poste à l'université à partir de 50 ans, c'est pratiquement impossible. Et, alors qu'au Chili, on peut très bien participer dans des travaux de consulting à des entreprises, et on peut participer dans des programmes d'État d'aide ou de reconstruction, comme c'est le cas maintenant qu'on va en parler. Et le Chili est un pays qui donne beaucoup plus d'opportunités que la France, c'est certain. Merci, Monsieur André, pour la différence et la similitude que vous venez de faire entre le Chili et la France, et surtout pour les personnes du troisième âge. Et je veux saluer des internautes, des followers de Tézin. Je veux saluer Stanley Mentor qui vient de nous envoyer un 50 étoiles. Merci Stanley Mentor. Et on va continuer avec le dialogue. Et maintenant, vous avez toutes ces expériences-là, et vous êtes au Chili et vous vivez ces derniers temps, et disons les drames. On dirait que le Chili est un pays de drames, une victime des phénomènes naturels, les tremblements de terre, les incendies de forêt.
mais qui sait bien comment prévenir ou qui sait bien comment se mettre debout après chaque catastrophe. Et vous êtes à la fois observateur et témoin, et parce que vous vivez au Chili et spécialement vous vivez dans la région de Valparaíso. Monsieur André, une minute, une minute, une minute. Vous êtes là? Et... Ah oui, vous êtes là? Et... Une minute, une minute. Monsieur André, vous êtes là? Et... Ok. Et Monsieur André, peut-être qu'il y a un problème technique. Il y a un problème technique, oui, que j'essaie de résoudre. Ça va venir, mais je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, de toute façon, on peut continuer si je peux vous entendre, si les internautes peuvent vous entendre, on peut continuer avec l'interview. Je ne sais pas si... Pour moi, il n'y a pas de problème, mais j'arrive pas à me faire voir. Et pas de problème, pas de problème. Et... Ok, on continue. Euh, et on vient d'apprendre beaucoup sur la vie, le parcours de Monsieur André, qui vit actuellement au Chili, mais qui a fait toutes ses études en France. Il y a des expériences aux États-Unis, mais il préfère de rester vivre au Chili. Et on dirait que le Chili est un pays du drame et une victime de phénomènes naturels, les tremblements de terre et les incendies de forêt, mais qui sait bien comment se prévenir ou se mettre debout après chaque catastrophe. Vous qui êtes à la fois témoin, et je ne peux pas dire victime parce que vous vivez à Valparaiso, mais pas près de l'incident. Et comment vous comprenez que Chili est un pays qui, qui est souvent victime des incendies de forêt? Oui, je crois que, bon, là, j'ai récupéré le vidéo, hein, donc Oui, c'est bon. très bien, ok. Et il faut dire plusieurs choses. Mais cette question-là, je la pose parce que on sait que la semaine dernière que la région de Valparaiso est victime d'un incendie de forêt où il y a plus d'une centaine de morts et plus de 1000 maisons brûlées. Il y a des pertes énormes. Il y a des pertes énormes. Il y a beaucoup de sans-abri. Et et la question est pourquoi Chili est un pays qui est souvent victime des incendies de forêt. Bon, faut dire déjà deux ou trois choses, mais la première, c'est que j'étais pas loin de l'incendie. J'étais à quelque chose comme 3 kilomètres. Donc, on a reçu dans notre maison la fumée et les cendres, et par moments, on avait du mal à respirer et on ne savait pas quoi faire. Et le Chili a un système d'alerte par portable qui est l'un des plus performants au monde, hein, et qui permet à tous les portables de recevoir des ordres de services de sécurité, hein. Donc, on attendait à recevoir, on avait tous les portables, hein. J'avais le premier jour à la maison des gens et on avait tous les portables et on attendait à ce qu'on nous dise qu'il fallait évacuer. Heureusement pour nous, il a
pas fallu évacuer, mais on était vraiment tout près. Et, puisque le quartier de Viña del Mar, c'est la région de Valparaiso, mais ça s'est passé à Viña del Mar. Le quartier de Viña del Mar, qui s'appelle le Olivar, est vraiment tout près de Concón, où j'habitais. On voyait les flammes, et c'était très impressionnant et en même temps très accablant pour tous les gens qui habitaient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Chili, c'est un pays de contraste. C'est un pays de contraste où il y a un avancement technologique qui est très important. Je vous dis par exemple ces systèmes d'alerte qui arrivent par portable, hein, et où on reçoit des ordres officiels en cas d'une calamité ou d'une tragédie, comme les tremblements de terre, le tsunami ou dans ces cas les incendies. D'un autre côté, c'est un pays qui n'est pas très bien disons, développé au niveau du personnel pour combattre le feu. Il faut dire qu'au Chili, les pompiers, c'est des volontaires. Il n'y a pas de pompiers professionnels. Il y a une administration de l'État qui s'appelle CONAF, qui est celle qui travaille avec les avions quand c'est nécessaire, ou les hélicoptères. Mais le combat terrestre des incendies, c'est des volontaires qui le font. Et ils sont très bien équipés, mais c'est des volontaires qui n'ont pas, comme en France ou aux États-Unis, 3 ou 4 années d'études pour combattre les flammes. Ils ont des formations pendant le week-end, parce que c'est des gens qui travaillent ailleurs, ce pas des pompiers professionnels. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut dire que tous les incendies, et là je le tiens de sources très proches de l'étude des incendies, tous les incendies des forêts, parce que c'est commencé comme un incendie des forêts, sont provoqués par l'être humain. Il n'y a pas d'incendie qui se provoque tout seul. Ça n'existe pas. Alors, certains êtres humains peuvent provoquer un incendie par mégarde, hein, faire un petit feu et ne pas éteindre comme il faut les cendres, ou jeter une cigarette là où il ne fallait pas la jeter, etc. Mais d'autres, c'est volontaire. Et dans ce cas, le rapport de police pense que c'était volontaire. Et il y a plusieurs théories. Certaines théories viennent on va reprendre le sujet antérieur, certaines théories viennent de la haine qui existe partout dans le monde des migrants, puisqu'on sait que les migrants, on est victime souvent de haine, et les gens disent que c'est des Vénézuéliens qui sont venus au Chili pour mettre le feu. Bon, personnellement, je ne le pense pas, mais en tout cas, apparemment, cet incendie était intentionnel, puisque la police chilienne, en cherchant dans les lieux où le feu a commencé, qui est un endroit qui s'appelle Peñuelas, qui est à la campagne, c'est là que c'est un feu des forêts, et ils ont trouvé des restes d'accélérants chimiques qui prouveraient, hein, c'est pas une preuve totale, que c'était intentionnel. Maintenant, pourquoi intentionnel? Bon, il y a plusieurs théories, hein. On sait que les terrains où le feu a pris, c'est des terrains qui ont une grande valeur pour les promoteurs immobiliers, pour construire des bâtiments. Alors certains disent que c'est les promoteurs immobiliers qui brûlent comme ça pour avoir après l'autorisation pour construire des grands tours, hein, qui sont très rentables. Personnellement, je sais pas, j'ai une âme qui a tendance à être bonne, donc j'ai du mal à croire que des personnes puissent, pour quelque raison que ce soit,
allumer un feu qui va laisser des gens sans logis et des gens sans vie, hein, parce qu'il y a quand même plus d'une centaine de morts, et j'ai du mal à le croire. Donc souvent, je pense que c'est peut-être par mégarde, hein, que les gens ne font pas attention en faisant un petit feu à la campagne, etc. Mais c'est pas exclu que ce soit volontaire. Et ceci étant dit, le feu, on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Parce que le feu a commencé dans cette zone qui s'appelle Peñuelas, qui est quand même loin de Olivar, où il y avait des gens qui habitaient. Hein. C'est quand même une dizaine de kilomètres, mais le feu a avancé très rapidement parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de chaleur. La température était très haute, donc le feu a avancé très rapidement et il n'a pas pu être arrêté par les avions, et puisque le feu de forêt se combat avec des avions et des hélicoptères. Donc, et une fois que le feu arrive dans des quartiers où il y a des habitants, ben, on ne peut plus utiliser les avions et les hélicoptères. Et là, on utilise le camion de pompiers, mais il n'était vraiment pas suffisant. Il y a des pompiers venus de Santiago et d'autres villes et villages jusqu'à 300 kilomètres de Valparaiso qui sont venus aider. Et je dis bien, et je rappelle que c'est des volontaires, les pompiers. Ils ne reçoivent pas d'ordre de l'État, ils ne reçoivent pas d'ordre de région ni des communautés locales. Hein. C'est des associations volontaires des pompiers. Ils sont très héroïques. Et là, les pompiers n'ont pas laissé des victimes, mais il est arrivé dans d'autres incendies et où ils ont laissé beaucoup de victimes parmi les pompiers. Et maintenant, pourquoi le Chili est victime de ces genres d'incendies? Bon, il y a des choses qu'il faut dire. Le Chili a un contraste. Le Chili a un PIB des pays développés. Le Chili a le même PIB que le Portugal, qui est membre de l'Union européenne. C'est pas le membre le plus riche de l'Union européenne, mais c'est quand même un membre de l'Union européenne. Et le Chili a... Chili est un membre influent de l'Union européenne. Voilà. Pourquoi ce contraste? Oui, donc le Chili a un PIB qui est égal à celui du Portugal. Malgré ceci, l'administration chilienne, les communautés locales chiliennes n'ont pas le niveau de hein. Ce qui fait que au Portugal, et tout le monde va à l'école, pas au Chili. Au Chili, il y a des gens, peut-être, mais qui n'ont pas été à l'école. Et au Portugal, il y a des activités culturelles dans toutes les villes et villages du Chili. Donc le Chili a une économie, mais une administration des pays sous-développés. Ce qui fait qu'on est mis en place pour éviter ces genres de situations. Là, on est tous solidaires. Moi-même, j'ai donné à plusieurs associations qui s'occupent de les gens qui ont tout perdu, mais prévenir, eh ben, non, on retard. Il y a beaucoup de retard, ce qui fait que le moment venu, même beaucoup de victimes et beaucoup de pertes. Un logement. Parlons de pertes, monsieur André. Et vous avez quelques éléments de bilan et vous avez quelques éléments de bilan? Bah on est près de
entre 100 et 120 morts, mais une cinquantaine de disparus. Et on a du mal à penser que ce soit vivante. Donc, on va sûrement les trouver, enfin, on va trouver à l'intérieur de maisons brûlées. Parce qu'ils sont 50 personnes à peu près. Et on parle de simplement cramés, brûlés. 5000 familles ont perdu le logement avec tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est terrible, il faut reconstruire, mais pour reconstruire, il y aura plus de l'aide des associations, des églises et le Rotary Club qui bouge énormément, certaines ONG. Il y aura beaucoup plus de l'aide militaire, l'aide de l'État. L'État a déjà commencé à distribuer à peu près $1 500 par maison. Et, bon, bien sûr que ça aide, mais c'est loin d'être assez. Avec et ils ne peuvent pas survivre, le reconstruire, de se refaire, etc. Et il faudrait aussi, et certaines villes commencent à le faire, il y a des... moi, j'ai vu un exemple extraordinaire. Pêcheur qui se trouve pas loin d'ici, qui s'appelle Kintai, l'idée de faire de coupe-feu partout où il y a de la végétation, comme on fait aux États-Unis et en Europe. Et ce qui fait que dans la mesure où les forêts sont délimitées et séparées forêts avec une allée où il n'y a rien, et ça permet de laisser cramer un espace et s'occuper de ce qui se trouve autour. Yeah. Okay. Et ce qui se fait, bon, d'après ce que j'ai lu, aux États-Unis, en Europe. Et ici, on n'a pas ça. Pour construire au Chili sont souvent donnés une fois que la maison est construite. Les gens construisent d'abord et vont en demander le permis de construire est terminé. Et donc, il y a quand même une impression à faire de questions, surtout d'expliquer aux gens comment prévenir. Et maintenant, les tremblements de terre, bon, on ne peut pas les prévenir. Et là-dessus, c'est un pays de contraste, le Chili, partout. Et dans ça qu'il est si passionnant à étudier. Et j'ai tendance à croire que le Chili est l'un des pays les plus avancés pour la prévention des tremblements de terre. J'ai été moi-même présent en 2010 où on a eu un tremblement de terre qui était entre 8 et vous l'avez vu aussi, il y a pratiquement rien de très peu de bâtiments qui ont eu de destruction. La plupart ils sont restés indemnes, ce qui fait que le Chili construit un tremblement de terre et le Chili est préparé pour les tremblements de terre avec des règles dans les écoles, ce qu'ils doivent faire en cas de tremblement de terre. Et là-dessus, je crois qu'il est le mieux préparé au monde. Et pour les incendies, non, il y a beaucoup de
Et l'une des choses importantes à faire, c'est d'une part qu'il y ait un budget, qu'il y ait des professionnels et pompiers volontaires, mais pour des grandes catastrophes comme ça, il faut des vrais professionnels. Et aussi, il faut de l'équipement. Il faut dire que le grand incendie qu'il y a eu au Chili il y a à peu près 100 ans, c'était le plus grand. Et le Chili a pu avoir un gros porteur d'eau. L'un a été offert par la chez Walmart en échange de rien. Hein. Il n'y a pas eu de publicité ni rien. Mais c'est aux États-Unis qu'il a envoyé. Et, et l'autre est prêté par l'armée de l'air russe. Russe. Et donc, dépendre comme ça de la charité pour arrêter les incendies, non, c'est se préparer. Et à l'heure actuelle, l'armée de l'air chilienne a un avion, un Hercules, et, 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 qui peut être chargé avec plusieurs milliers, mais ce n'est pas assez. Bien sûr que ce n'est pas assez. Et ce qu'il faut séparer les forêts des maisons, parce que tant qu'une forêt brûle, qui peuvent agir, mais quand le feu arrive dans les maisons, il y a rien à faire. OK. OK. Donc, je comprends bien que Chili est un pays de drame, est un pays résilient, est un pays qui sait comment se mettre debout, mais il reste beaucoup à faire selon vous, et il reste beaucoup à faire. Il reste à professionnaliser les pompiers, il reste à occuper de Chili des équipements nécessaires pour combattre le feu ou pour prévenir. Il reste à faire des campagnes de prévention, tout ça. Ouais. Et donc, je crois que Chili est sur la bonne route. Et on va passer de notre thème qui est plus ou moins un thème d'actualité. Et durant cette même semaine où l'incendie a ravagé la région de Valparaiso, et nous nous trouvons face de la mort de l'ex-président Sébastien Piñera, et qui a fait beaucoup de pleurs et aussi beaucoup d'hypocrisie. Et considérez-vous l'impact de la mort de Piñera est parce qu'il fut un bon chef d'État, ou du moins parce qu'il y a beaucoup de critiques négatives à l'égard de ses gestions précédentes comme entrepreneur et comme chef d'État. Oui, bien sûr, pays dans le monde où les présidents ou les chefs d'État ont des critiques. Souvent, il y a plus de 50% de pour celui qui gagne, et quelques jours après, sa popularité tombe à entre 15 et 26 électeurs en général, et répentis de leur choix. Et ça, c'est pas au Chili, c'est partout. Et, on le voit en France, hein, et on a tous voté Emmanuel Macron, ou on a plutôt voté contre Marine Le Pen, mais maintenant on voit la cote de popularité d'Emmanuel Macron en ridicule. Donc je crois que c'est un phénomène mondial. Les gens avec beaucoup d'espoir, et quelques mois après, c'est bon, il déçoit l'électorat. Et ceci étant dit, Piñera est un étrange dans l'histoire chilienne. Et je veux m'arrêter
été une minute dans l'histoire chilienne parce que il y a il y a deux classes, puissantes. Deux classes puissantes au Chili. Au Chili, il y en a une qui a été créée par Charles d'Espagne en 1500 et quelques, et c'est la race, la Landeros. Les encomenderos, c'était les de l'armée de Charles Quint qui ont reçu des terres en participation dans la guerre contre les Indiens. Et cette classe a eu le pouvoir au Chili pendant 4 siècles. Ils gouvernaient le Chili, c'était leur domaine. Ils ont pratiquement décimé la population indienne. Il reste au Chili indiens purs. Ils ont été décimés et ils ont gouverné le Chili pour eux pendant avant l'indépendance, parce que c'était eux qui gouvernaient, et après l'indépendance, puisque rapidement le pouvoir. Mais il y a une deuxième classe au Chili qui est celle les revenus. Et d'où vient cette classe sociale riche au Chili? C'est des migrants qui sont arrivés au début du XXe siècle. Alors, je vais citer quelques familles, comme la famille ou la famille qui venait d'Italie, ou comment il s'appelle, le propriétaire, je passe son nom en tête, Cencosud, qui est la chaîne de supermarchés la plus grande du Chili. Les super... Et il y a la famille Angelini, venue le propriétaire de la pétrolière Copec. Et je cite certains. Et c'est de fuiter le pouvoir au Chili. Ils se disputent tant que en 1964, le sang, avec un gouvernement d'Eduardo Frei, démocrate chrétien, leur dispute est tellement importante pour le contrôle économique du pays, pas la droite, quoi. Donc, Eduardo Frei passe pendant 6 ans, et après 6 ans, c'est Salvador Allende, un socialiste, qui gagne les élections, bon, avec le coup d'État et tout ce qu'on connaît, a été organisé et financé par les États-Unis, mais de encomenderos, c'est-à-dire les premiers arrivés, avec pas les migrants du XXe siècle, mais la dictature de Pinochet, les nouveaux riches. Et pourquoi je raconte ça? Cas exceptionnel, puisque ces deux groupes ne délangent pas, sauf la famille Piñera. Il était fils d'un migrant portugais, qui a fait fortune, mais qui avait qui vivait bien. Un migrant, c'est un nom portugais, arrivé au 19e siècle, de cette classe encomendera, venue avec les Espagnols, unique, qui a d'ailleurs une rue à Santiago, et qui a été la fin de la République. Donc, le grand a déjà été président du Chili. C'était un monsieur. Mais cette famille encomendera
Bandera n'a pas accepté ce mariage. Madame Echenique a été exclue de cette aristocratie. Et malgré ceci, on grandit et il y en a un qui a été ministre de la dictature d'Augusto Pinochet, le fils aîné. Il y a Sébastien Piñera qui a fait une véritable fortune, c'est le riche, et avec parution dans la liste des plus grands milliardaires du monde. Il a vraiment fait fortune, mais il a fait une fortune financière. Dans les finances, il n'a aucune activité de production aérienne chilienne, qu'à un moment, il était le grand propriétaire, mais plus maintenant, continue à être propriétaire, mais ce n'est pas le plus important. Et c'était un cas spécial, puisqu'il était fils de migrants et appartenait à l'aristocratie chilienne. Et ça, je crois que ça a fait son éducation, a fait un individu qui s'est toujours battu contre la dictature. C'est le seul de la droite qui publiquement s'est battu contre Pinochet et aussi qui a préconisé une politique de centre pour le Chili. Il a essayé de créer, il n'a pas réussi lors de son premier mandat à des partis du centre, mais qui n'étaient pas dans la même alliance. Il n'a pas réussi. Et dans son deuxième gouvernement, encore moins. C'était complètement à droite parce qu'il n'avait pas d'appui ni du centre. Et ceci étant dit, c'est un homme du centre, de dialogue, et tout le monde au Chili avait parlé de constitution. Tout le monde disait il faut changer la constitution. Lui, il a créé la convention. Il a Brouillon, c'est lui le père des deux brouillons de constitution. Malheureusement, ni l'un ni l'autre, puisque le Chili est encore un pays divisé. La constitution était trop à gauche et le deuxième était trop à droite. Alors que lui-même, il lui disait, il faut faire quelque chose au centre. Et après, en nombre de dialogue, il a eu énormément de dialogue avec l'actuel Gabriel Boric et il a encore, jusqu'à sa mort, beaucoup de dialogue avec l'ancienne présidente Michelle. Et, il faut dire que la famille Bachelet et la famille Piñera, une cinquantaine d'années, et leur maison au Chili, c'est les vacances. Maintenant, c'est l'été. C'est pour ça qu'il était dans le lago Ranco, leur maison de vacances qui se touchent, quoi. Au bord du lac, là où Piñera a trouvé la mort. Donc, ils se connaissent et ils avaient, depuis quelques mois, commencé un dialogue parce que il faut penser que peut-être le problème qu'on va avoir en France dans quelques années, c'est que les deux candidats du deuxième tour venaient des extrêmes. C'était l'extrême droite. Et donc c'est l'extrême gauche qui a gagné. Parce que le président Boric a une opposition telle, il ne peut pas faire passer les lois qu'il voudrait et il n'y arrivera pas. Et c'était l'autre candidat, Cast de l'extrême droite, le cas n'aurait pas pu passer les lois qu'il voulait parce que le centre
Et, et donc, Piñera s'est battu. Il sait qu'il pourrait être candidat, mais que ce n'était pas son souhait, mais qu'il pourrait l'être. Mais il s'est battu pour le prochain gouvernement chilien, soit du centre. Parce qu'il avait une vocation de centre, de dialogue. Dans les problèmes sociaux qu'il y a eu, c'est vrai que la police a agi avec beaucoup trop de force, mais il y a acte judiciaire où sa responsabilité, ça avant sa mort, ça avait été, et disons, il avait été trouvé, n'avait pas donné des ordres, et c'est le chef de la police qui est maintenant et qui doit affronter la justice parce que est venu de lui et pas du président. Mais ça, on ne le saura jamais. Mais c'était l'exemple d'un homme de dialogue et c'est ce que a vraiment besoin parce que la division entre les extrêmes n'aide pas au développement, au règlement des problèmes, n'aide pas à la croissance économique qui est quand même important pour un pays. OK. C'est bien. Il y a une question très importante et, et, et sur un incident, une histoire de l'ex-président Piñera, qui est la faillite d'une banque. Il était l'un des membres et l'un des actionnaires et il a participé à la faillite d'une banque et la justice chilienne, malgré tous les efforts, n'a pas arrivé à faire justice, à faire que Piñera réponde aux accusations. Oui. Mais il n'était pas actionnaire, il était employé. Il était tout jeune, c'était son. Et comme il avait fait ses études à Harvard, et il se débrouillait bien aux États-Unis, donc il emploie. C'est vrai que ce qu'il a fait est illégal, quoi, ça se fait pas. Et donc la banque l'a chargé d'aller aux États-Unis pendant 6 mois, étudier le système des cartes de crédit, parce qu'il est. Et donc la banque l'a envoyé, financé avec sa femme, il était financé par la banque, il a eu un appartement à New York, un salaire, etc. Et il devait étudier le système de paiement par carte de crédit et ramener pour que la banque d'American Express amener le service au Chili. Pas vraiment étudier le système, où il a étudié pendant quelques jours et trouvé que c'était très intéressant. Et il a signé, lui, le Piñera, avec Mastercard, American Express et Visa. Revenu, il a démissionné à la banque et il a créé donc Transbank jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui appartient à sa famille maintenant. Il a créé Transbank par carte de crédit ou de débit maintenant aussi au Chili. Detal a porté plainte parce que ce qu'il a fait, bien sûr, c'est un délit, quoi. Quand on travaille dans une entreprise, on est chargé. On ne peut pas voler la mission pour soi, c'est sûr. Mais donc, il a été arrêté, il a passé une nuit en prison, été libéré, c'est très irrégulier, mais ça a été fait. La ministre de Justice de l'époque, qui
Elle a toujours juré qu'elle n'avait aucun lien avec Piñera. Elle fait beaucoup de peine à un homme si jeune, quoi, etc. Donc c'est elle qui a demandé irrégulièrement, parce qu'un ministre ne peut pas demander à un juge de libérer quelqu'un. Elle l'a toujours reconnu. Elle est décédée depuis plusieurs années, et qu'elle l'a fait parce que ce jeune homme lui a fait de la peine. Et bon, il a commencé avec Transbank à créer sa fortune. Et le Banco de Talca, peu de temps après, a fermé. Je crois qu'il a été vendu, mais c'était une petite banque. Il avait une mission, et il a accompli sa mission, mais pour lui, qui est quand même un délit. Ouais. Je ne veux pas me donner parce que ça, c'est le travail de la justice, libéré, et il n'y a pas eu de jugement. Il a été simplement libéré, quoi. Il devait avoir pas encore 30 ans quand ça s'est passé. Quand ça s'est passé. Et donc, il n'était pas un employé. Et avec des études à Harvard, donc il devait avoir un poste important. Ok, d'accord. Je crois que dans une autre interview, on parlera plus sur la vie, la longue vie de Pignela, est remplie de, remplie de doutes, remplie d'expériences, de bonnes choses. Je sais. Donc, il nous reste quelques minutes pour partir. Mais avant de partir, et j'aimerais que vous expliquiez ou commentez aux auditeurs, aux internautes, et comment s'est terminée la vie de, de Sébastien Pignela. Comment Oui, donc un accident d'hélicoptère, un hélicoptère qu'il pilotait lui-même. C'était un homme qui avait son propre hélicoptère. Donc il souvent en hélicoptère. Pas à l'intérieur de Santiago, quoique parfois aussi. Moyen de transport, son hélicoptère personnel qui lui appartenait, et toutes les tâches d'entretien par ses propres mécaniciens, etc. Et son hélicoptère est tombé sur les eaux. On dit que c'était 50 secondes, ce qui est quand même étonnant. Il y en a qui commencent maintenant, l'hélicoptère a été saboté, mais je ne le pense pas, parce que il est allé avec le mari de sa sœur déjeuner chez un ami qui avait sa maison de campagne de l'autre côté du lac Ranco. Donc, ils sont allés et sont arrivés, ils ont pris le déjeuner au retour à sa maison. Donc, toujours. Et le mari de sa sœur, et un quatrième personnage dont je ne sais pas qui c'était. Mais il n'y a que lui qui a trouvé la mort. Les autres indemnes de l'accident, puisque l'hélicoptère est tombé et les autres ont pu sortir et nager un petit peu et être sauvés. Pas pu sortir de l'hélicoptère, on ne sait pas trop pourquoi. Et lorsque son corps a été retrouvé à 29 mètres de profondeur, il était en dehors de l'hélicoptère. Donc, il a pu, sûrement soir, il n'a pas pu respirer, quoi.
Le résultat de l'autopsie dit qu'il est mort par asphyxie, par immersion. Donc, rien d'autre, quoi. C'est juste qu'il est sorti un peu plus tard que les autres de l'hélicoptère d'arriver à la surface vivant, quoi. Et on aura d'autres informations parce que c'est tout récent. Il faut dire que ces funérailles qui ont duré 3 jours, puisque c'était ont pour une fois, et j'espère que ça va créer une énorme union entre la classe politique chilienne. La classe politique était presque la main dans la main dans toutes les cérémonies qu'il y a eu. Qu'on souhaite tous, c'est que ça dure aussi longtemps que possible. On ne veut pas dire qu'ils continuent à se battre, à se disputer et à se fermer. La classe politique est divisée au point, comme c'est le cas au Chili, rien à... Ok. Bon, et merci. Je vous remercie énormément Merci à vous tous. pour avoir passé avec nous 1 heure de temps pour discuter sur votre vie d'immigrant, votre vie professionnelle, académique et votre vie au Chili, en France, et pour parler aussi sur l'incendie de forêt au Chili et pour parler aussi sur la vie de l'homme d'État Sébastien Piñera et sur sa mort aussi. J'espère qu'on aura une autre occasion pour élaborer de plus et sur des choses politiques du Chili et autre chose. Et je remercie aussi à tous les internautes et à tous les abonnés de Tézin et qui ont passé quelques minutes ensemble pour partager, pour écouter à M. André. Et n'oublie pas que aussi M. André a un canal de YouTube qu'on s'appelle Scanner International. Là, il discute, il analyse des actualités internationales et tout ça. Donc, je vous invite à voir, je vous invite à faire le parcours sur YouTube de Scanner International. Et merci André, c'était pour moi un réel plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Tézin. Merci à vous tous et si vous avez quelque chose à dire pour partir. Et... Juste un grand merci suivi et toujours un vrai plaisir dans vos émissions et toujours ouvert à être, ce sera nécessaire. Merci, bye bye.